En 1999, les travaux de Pierre Magnan sur l'omble de Fontaine avaient retenu l'attention du jury de Québec Science. Aujourd'hui, Pierre Magnan et son équipe poursuivent leurs travaux de recherche sur le lac Ledoux, au cœur de la réserve faunique Mastigouche. Vers la fin des années 90, on a fait une découverte quand même assez fascinante. On a découvert que l'omble de Fontaine était retrouvée sous deux formes dans les lacs du bouclier laurentien. Donc une forme pélagique et une forme littorale. Donc la forme pélagique se retrouve dans la zone pélagique, qui est la zone du centre du lac, alors que la zone littorale est la zone peu profonde que l'on retrouve le long des berges. Les deux formes ont des morphologies qui sont adaptées à chacun de ces milieux-là. Donc la forme pélagique est fusiforme, parce qu'elle a besoin de nager en mode croisière pour chercher ses proies, alors que la forme littorale est plus trapue et est munie de nageoires qui sont plus longues, en particulier les nageoires pectorales qui lui permettent de faire des manœuvres plus compliquées dans la zone littorale pour aller capturer les proies qui sont distribuées sur le fond. Ça a été une découverte assez fascinante parce qu'on avait toujours cru que l'omble de Fontaine était une espèce généraliste. Et en poussant nos recherches, on s'est rendu compte que c'est un phénomène qui est général chez l'omble de Fontaine et que ces deux formes-là s'expriment dans tous les lacs. Aujourd'hui, l'équipe de Pierre Magnan s'apprête à effectuer une opération chirurgicale délicate pour implanter un émetteur dans un omble de Fontaine. Donc aujourd'hui, on poursuit nos recherches sur les aspects de la température parce que suite à cette découverte-là, la première question qui a surgi, c'est comment un omble de Fontaine peut utiliser un habitat où les températures sont pendant une bonne partie de l'été de 25 degrés centigrades et plus. L'omble de Fontaine est une espèce d'eau froide, a besoin d'eau froide pour remplir ses conditions physiologiques et on ne comprenait pas comment un individu pouvait utiliser la zone littorale. Donc, on a poussé un peu plus loin nos recherches en équipant les poissons d'émetteurs thermosensibles. Et ça nous a permis de découvrir que les ombres de Fontaine ne passent pas tout leur temps dans la zone littorale. Donc, ils vont faire des excursions entre la zone pélagique, où ils vont aller se refroidir, et la zone littorale, où ils vont aller s'alimenter. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce qu'on a toujours pensé qu'une espèce de poisson avait une stratégie thermique. Donc, je suis une espèce d'eau chaude, et je peux vivre dans l'eau chaude. Je suis une espèce d'eau froide, je dois toujours vivre dans l'eau froide. Chez l'omble de Fontaine, il y a au moins deux stratégies. Donc, une stratégie d'individus qui sont capables de supporter certaines températures plus chaudes, mais qui vont quand même avoir à subvenir à des besoins physiologiques dans l'eau froide. Donc, ils vont faire de la thermorégulation comportementale. Et on a une stratégie plus froide, qui est celle des individus pélagiques, qui, eux, sont à peu près toujours dans des températures relativement fraîches. Ça, c'est s'il arrive quelque chose, on peut chaluter. Ouais. Donc ça, c'est les premières recherches que l'on a faites sur la température, qui étaient faites avec un système de radiotélémétrie, mais qui nous donne une information quand même assez grossière, parce qu'on recevait une seule donnée de température par poisson à toutes les heures. Maintenant, ce que l'on démarre cette année avec un tout nouveau système, qui est un système de télémétrie acoustique, où on a un émetteur dans l'abdomen du poisson et où on a des hydrophones qui sont installés dans l'eau, donc sous l'eau, et qui vont être capables de prendre une mesure de température sur chacun des poissons à toutes les 3 minutes et qui vont être capables aussi de nous donner une localisation du poisson par triangulation à toutes les 3 minutes. Et ça va nous donner une information qui est phénoménale parce qu'on pourra suivre nos poissons vraiment dans le temps, comme si on les regardait nager. Et donc ça va nous permettre de bien décrire le comportement de chacune des formes, notre forme littorale, notre forme pélagique. Les poissons devant être équipés d'un émetteur sont capturés et placés dans un enclos flottant où les scientifiques viennent les chercher un à un pour effectuer la chirurgie. Une fois revenu à terre, le poisson est anesthésié avant d'être mesuré, pesé et photographié. Puis, l'implantation de l'émetteur se fait dans un bac où circule un mélange d'eau fraîche et d'anesthésiant pour que l'animal puisse continuer à respirer et reste endormi pendant toute la durée de l'opération. Les chercheurs travaillent rapidement afin de limiter au maximum le stress subi par le poisson. Voilà, on la met dans le bac de réveil. Puis d'ici quelques minutes, elle devrait reprendre, se remettre sur le dos. La chirurgie, ça a été exceptionnel. Marc a fait un travail superbe, comme toujours, et le poisson, là, déjà, récupère bien et il va être bientôt prêt à être remis à l'eau. Beau travail!
Ces recherches-là nous ont amenés sur une piste qui est tout à fait nouvelle, sur les mécanismes de la spéciation, donc de la création de nouvelles espèces. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'on assiste en direct au phénomène de création d'une nouvelle espèce. C'est un mécanisme qui va mener ces deux formes-là à devenir deux espèces différentes. Là, on parle de millénaires, parce que plus les individus se spécialisent dans une zone, plus ils vont devenir isolés d'un point de vue reproduction et plus ça va permettre éventuellement l'apparition d'une nouvelle espèce. Donc, les deux formes deviendraient deux espèces. Ce qui a changé beaucoup depuis 20 à 30 ans, ce sont les moyens technologiques. C'est tout à fait extraordinaire d'être capable de suivre un poisson pendant 2 ans, pendant les 4 saisons de l'année, pendant sa période de reproduction. Donc, la technologie nous permet d'aller beaucoup plus loin. Je dirais, si j'ai une inquiétude aujourd'hui, c'est le financement de la recherche fondamentale. Donc, il n'y a pas nécessairement d'application pratique à court terme. C'est de plus en plus difficile. Et pourtant, si on regarde l'histoire des sciences, c'est souvent en faisant des recherches très fondamentales qu'on est arrivé à des découvertes qui nous ont amenés sur des aspects très pratiques. Si on prend l'exemple de l'ombre de fontaine, bien, on ne savait pas il y a 15 ou 20 ans qu'il y avait ces deux formes-là. Et aujourd'hui, il y a des organisations comme Parcs Canada, ici en Mauricie, qui ont introduit ça dans leur politique de conservation parce qu'ils considèrent que ça fait partie intégrante de la biodiversité. On est parti d'une recherche très fondamentale et là, on est dans l'application de ces résultats-là dans une politique de conservation. La recherche fondamentale est absolument essentielle pour faire avancer les connaissances. Les connaissances ici, bien sûr, au Québec, mais partout à travers le monde. Donc, c'est le rôle de la recherche fondamentale. Et finalement, c'est la recherche fondamentale, la recherche non dirigée, qui, dans certains cas, va conduire à des applications, que ce soit en termes d'innovation sociale ou en termes de création de nouvelles entreprises. Mais vraiment, la recherche fondamentale est la base de tout ça. L'Internet a été inventé par des chercheurs en recherche fondamentale. Ils ne savaient pas que ça deviendra un outil de communication fabuleux. Donc, tout à fait essentiel de supporter la recherche fondamentale pour une société comme la société québécoise.